Alors merci pour cette introduction. On va avoir la table ronde. Le titre est un peu provocateur, vous allez voir, mais c'est l'avenir du solaire, circuit court ou court-circuit, puisqu'on parlait de voisins justement avec Jérôme Mouterne. On va aller voter parce qu'on va se poser de la question de savoir si relocaliser la consommation d'énergie est finalement aussi importante que relocaliser sa production, parce qu'on parlait des panneaux solaires il y a un instant. Je vais poser le cadre tout à l'heure, mais je vais quand même présenter nos différents intervenants. Je les remercie d'être avec nous. Emmanuelle Cos, bonjour. Vous avez été ministre du Logement. Vous êtes présidente de l'Union sociale pour l'habitat, qui est l'organisation représentative du secteur HLM. Plus de 500, presque 600 organismes HLM, c'est ça, à travers 5 fédérations. Et vous êtes également, on va en parler, la cofondatrice de Sol Solidaire, qui est une association qui a été créée pour orienter des fonds privés vers le financement de projets solaires à destination du résidentiel social. Rémi Bastien, merci aussi d'être avec nous. Vous êtes le CIO d'Enogrid et vous proposez des solutions à destination des communautés d'énergie et des opérations d'autoconsommation collective. Vous allez nous donner des exemples. L'idée de cette table ronde, c'est d'être le plus concret possible, le moins technique aussi, parce que parfois l'énergie soulève beaucoup aussi de fake news, parce qu'on ne sait pas toujours de quoi on parle, mais il faut être très clair. Alice Timsit, merci beaucoup d'être avec nous. Vous représentez donc la ville de Paris, puisque vous êtes adjointe au maire de la ville de Paris en charge de la transition écologique. Là encore, on va donner des exemples concrets et voir finalement aussi que le solaire est présent à Paris. C'est peut-être une idée, on a peut-être une fausse idée aussi sur le sujet. Et puis Christophe Gros aussi, merci d'être avec nous, directeur transition énergétique chez Enedis, qui est le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. On va parler de réseau dans un instant. Alors juste un petit peu de cadre, puisqu'on sait que la France produit de plus en plus d'électricité solaire. Elle a notamment battu en 2025 son record aussi d'exportation. Alors pas seulement avec du solaire, mais en tout cas, on a une forte dynamique. Mais derrière tout ça, et le sujet du solaire, et c'est ce dont on entend beaucoup parler, on produit quand le soleil brille, souvent en milieu de journée, quand la consommation est faible. Et finalement, on a parfois des excédents qui sont mal absorbés. Vous avez dû entendre parler des prix négatifs. On a entendu parler aussi du blackout en Espagne en disant que évidemment c'était les énergies renouvelables qui en étaient responsables. On a un système électrique, on le sait en France, qui est bâti sur la centralisation. Et finalement, le solaire introduit une autre dimension, une petite production locale, intermittente, qui demande à être consommée ici et maintenant. Alors, est-ce que ces deux logiques peuvent coexister et surtout, qui profite de l'énergie produite, puisqu'on parle ici dans ce lieu de vivre ensemble? C'est ce qu'on va voir un peu concrètement avec tous nos intervenants. Juste, je me présente, Nathalie Croiset, en fait, je suis journaliste spécialiste des questions de transition écologique depuis à peu près une vingtaine d'années, donc je suis autant que possible de près tous ces sujets. Alors, on va quand même parler, parce que je l'ai évoqué en introduction, ça sera un peu la partie un peu plus technique de la table ronde, mais c'est quand même important, de la capacité du réseau. Je l'ai dit, on en a parlé, on a dit évidemment avec le solaire, comment le réseau pouvait gérer finalement cette arrivée, ces raccordements. C'est pour ça que je me tourne d'abord vers vous, Christophe Gros. On dit souvent que c'est un problème, il faut pas le cacher, on entend beaucoup d'infos là-dessus. Est-ce que c'est une réalité ou alors est-ce que c'est un raccourci ? Alors, j'ai le redoutable honneur de commencer avec une question qui est un petit peu, on va dire, aiguisée. Alors, le solaire pour le réseau électrique, c'est pas un problème, mais disons, c'est quand même un challenge. Pourquoi c'est un challenge ? Parce que il faut raccorder ces panneaux solaires au réseau. Et puis, il faut quand même adapter les réseaux parce qu'on sait que traditionnellement, le réseau électrique, il avait été dimensionné pour acheminer l'électricité vers les consommateurs. Disons, en le dimensionnant pour la pointe de consommation, en hiver à 19h, un jour de pluie, disons. Ça, cette fonction, elle continue. Le côté magique du réseau électrique, c'est qu'il peut fonctionner dans les deux sens. En même temps, il faut aussi qu'il soit dimensionné face à un nouveau sujet qui est éventuellement une pointe d'injection quand on a beaucoup de soleil en été ou en intersaison et qu'on n'a pas beaucoup de consommation. Donc c'est quand même un challenge que de raccorder ces énergies renouvelables sur le réseau. C'est un challenge qu'on a relevé chez Enedis parce qu'on est quand même passé à peu près de 2 gigawatts d'énergie renouvelable raccordée chaque année au réseau il y a 4-5 ans à 6,8 gigawatts l'année dernière. C'est un challenge qui a nécessité des moyens financiers, des moyens humains. On a recruté de l'ordre de 1000 personnes sur ces sujets-là chaque année, pendant plusieurs années. Il a fallu même former ces personnes et même, on a lancé toute une initiative qui s'appelle l'école des réseaux pour la transition énergétique, pour labelliser des classes, pour avoir justement des gens formés pour pouvoir faire ce genre d'opération au service donc du collectif. Ça a été de l'innovation, ça a été une filière industrielle, bref, on a déployé vraiment tout un tas de moyens financiers, humains, etc. Bon. Maintenant, la question c'est effectivement, est-ce que durablement on vit ça comme un challenge ? Est-ce qu'on peut améliorer les choses ? La réponse est oui,
Mais il faut vraiment se mettre dans une position où ce qui compte maintenant, c'est la production, mais c'est aussi la consommation. Toute cette énergie bas carbone, en France, on a une énergie qui est à 95% énergie électrique bas carbone, nucléaire renouvelable. Eh bien, cette énergie bas carbone, ce réseau électrique aussi robuste, c'est deux atouts pour qu'on puisse maintenant consommer cette électricité, non pas avec plus de consommation d'électricité par usage. Évidemment, on va rester sur sobriété, évidemment, on va rester sur efficacité énergétique, mais maintenant sur plus d'usage de l'électricité. C'est tout le sens du plan du gouvernement qui a été annoncé d'électrification des usages. C'est des nouveaux usages, mais c'est aussi beaucoup de transfert d'usage d'énergie carbonée vers électricité décarbonée. Ça va être des transports électriques, ça va être de la pompe à chaleur, ça va être de l'industrie verte. Bref, il y a vraiment tout un plan qui a été annoncé par le gouvernement pour faire ça, parce que voilà, pour que tout ça ait un sens, il faut qu'on ait de la consommation, on va dire en niveau, mais aussi en forme, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait de la consommation au moment où il y a de l'électricité qui est produite, qui est abondante. Ce sera bénéfique pour les consommateurs eux-mêmes. Ils vont pouvoir consommer à des moments où l'électricité a un prix faible, voire nul, voire négatif, même très négatif. On a battu des records le week-end dernier. Ouais. Et on commence à voir arriver des offres d'ailleurs qui proposent, on va dire, 0 si on consomme, 0 € si on consomme voilà. À telle ou telle heure. Donc le premier bénéficiaire, ça va être le consommateur. Mais disons, il y a d'autres bénéficiaires, c'est le système électrique et même le système énergétique dans son ensemble. Donc vraiment, très gros challenge maintenant si on veut continuer sur cette transition et être sobre en réseau, y compris, eh bien, il faut qu'on ait de la production en face de la consommation en face de la production. Et c'est là notamment que l'autoconsommation collective joue un rôle. On va en parler dans un instant, juste pour terminer la partie technique avec vous, Rémi Bastien et Enogrid. Est-ce que vous observez justement que l'autoconsommation collective peut avoir un impact, on va dire, positif sur les réseaux et que finalement, le solaire, s'il est bien piloté, il peut finalement aider, on va dire, à soulager le réseau et non pas à le surcharger? Bah oui, tout à fait. En fait, l'autoconsommation collective, intrinsèquement, c'est un modèle économique qui marche seulement s'il y a de la consommation en face de la production. On n'est pas comme dans des anciens qui existent encore aujourd'hui, mais des modèles où le producteur injecte de l'électricité sur le réseau, l'État lui rachète l'électricité dans des conditions diverses et variées, mais on ne se pose jamais la question de finalement qui va consommer cette électricité aux alentours. On se pose côté Enedis, on se pose la question de est-ce que le réseau est bien dimensionné et autres, mais jamais le producteur ne prenait en compte est-ce que j'ai un bassin de consommation autour de ma centrale suffisant pour aller consommer la production que je vais injecter sur le réseau. Alors qu'en autoconsommation collective, c'est la base de tout projet. Donc, même sans parler de pilotage, naturellement, c'est un élément qui est pris en compte, cette adéquation production-consommation, surtout pour faire un tout petit point de technique, qu'en autoconsommation collective, l'électricité est affectée entre producteurs et consommateurs toutes les 15 minutes. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on prenne en compte est-ce qu'on a de la consommation à chaque moment de la journée, en prenant en compte les différents jours de la semaine, les différentes saisons, etc. Est-ce qu'on a de la consommation en face de la production pour que le projet soit viable ? Alors on va le développer avec des exemples concrets parce que c'est aussi l'objectif de cette table ronde, mais c'était important de poser, on va dire, l'aspect un peu technique. On le voit que c'est une réalité solaire, mais que la vraie révolution, elle est ailleurs. On commence à l'évoquer depuis ce début de cette table ronde, dans notre capacité à consommer cette énergie là où elle est produite, à la partager entre voisins et en faire un bien commun local. Et donc on va voir un peu plus concrètement où en est l'autoconsommation collective avec des retours d'expérience. L'idée, évidemment, vous l'avez compris, c'est d'avoir des panneaux sur un bâtiment et pouvoir évidemment s'alimenter soi-même, voire distribuer à l'échelle des quartiers. Enfin, il y a plein de sujets derrière tout ça. Mais d'abord, Emmanuel Cos, peut-être avant tout ça et donner des exemples concrets de ce qui se met en place, peut-être rappeler les enjeux aussi pour le secteur, pour le résidentiel social et cette problématique, parce qu'il faut parler aussi de décarbonation et tous ces enjeux qui sont derrière. Bonjour à toutes et à tous. Alors, il y a un enjeu évidemment pour le résidentiel social, mais en réalité, il y a un enjeu pour tout le résidentiel. Il se trouve que nous, bailleurs sociaux, on a à cœur de protéger nos locataires d'une énergie dont on ne maîtrise pas le coût ni la fourniture. Et c'est vrai que par ailleurs, nous, notre parc social est encore fortement carboné. La moitié du parc est encore au gaz fossile, parce que ça a été le choix de l'État, je le dis tout de suite. Nous sommes très dépendants des politiques publiques qui ont été menées, et notamment il y a plus de 40 ans sur le sujet.
Et donc ça fait un moment, et ça commençait déjà avant la guerre en Ukraine, à avoir une réflexion très forte sur comment développer d'une part les énergies renouvelables, parce que nous y croyons, ensuite d'avoir une capacité de faire de l'autoconsommation après donc cette production qui peut être sur nos bâtiments pour une partie en fait de la consommation de nos locataires. Et il y a commencé à y avoir pas mal de projets très difficiles, je tiens à le rappeler, parce que ça fait plus de 10 ans qu'on est sur le sujet et qu'en fait, les dernières évolutions législatives et fiscales datent d'il y a quelques années et en réalité, c'est encore très compliqué. C'est très contraint quand même pour développer ces programmes. Et d'autant plus, comme ça vient d'être dit, qu'on les réfléchit encore à l'échelle d'un bâtiment, alors qu'en réalité, il faut qu'on arrive à les réfléchir à, je dirais au moins au niveau d'un îlot, parfois d'un quartier, mais c'est encore très difficile d'être capable de mettre tout le monde autour de la table. Alors quand on est bailleur social et qu'on a par exemple la chance d'avoir un volume en mètres carrés, notamment de toiture intéressant, ou qu'on a des résidences où on va avoir 200 ou 500 logements, évidemment pour nous ça commence à faire beaucoup. Mais on a des exemples d'autoconsommation sur des résidences de moins de 30 logements et qui sont quand même très intéressantes parce que d'une part vous avez toute l'énergie des parties communes qui est fournie par l'autoconsommation et voir certains programmes qui vont être beaucoup plus importants. Donc c'est ce qui nous a poussé à développer cette pratique, à la comprendre. Ça ne va pas assez vite, donc c'est pour ça que le mouvement HLM a décidé de lancer l'année dernière une alliance des HLM pour les énergies renouvelables, sur lesquelles nous aurons des propositions assez importantes à faire dans le cadre du débat présidentiel, pour dire les choses simplement, mais aussi avec la volonté d'essayer en effet quand même d'inverser le schéma de production de l'énergie en France. Je rappelle, c'est un schéma, vous le savez, très centralisé autour des centrales, et évidemment là on est sur de la production locale, beaucoup plus décentralisée, beaucoup plus aussi citoyenne dans le sens, il y a des tas de modèles différents, mais il y a des territoires où on est soutenu par des collectivités locales, il y a des endroits où il y a des associations de citoyens, il y a des endroits où il y a des coopératives, enfin je veux dire par là qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus qui implique beaucoup plus le territoire et les consommateurs. Et enfin, par ailleurs, je reviens, la question de la protection de nos locataires sur quand même des indices de prix, si je peux parler ainsi, à terme. Et vous voyez, quand on parle de souveraineté, parce que c'est tout le débat sur la question énergétique actuellement, on a parlé du plan électrification sur la souveraineté nécessaire à retrouver sur les débats énergétiques, ce qui est une très bonne chose. Mais enfin, je rappelle que les centrales nucléaires, nous ne sommes pas souverains. Je le redis quand même, et beaucoup pensent que je suis archaïque, mais je suis toujours anti-nucléaire, même si je fais avec. Et en fait, il faut quand même dire que la seule souveraineté qu'on peut avoir, c'est sur les énergies renouvelables. Donc il faut être aussi très clair sur ce sujet-là. Et ça, c'est quelque chose qui intéresse nos locataires. Nos locataires, ils sont à 10 € près sur leur fourniture, sur leur niveau de vie. Donc quand vous avez des variations de prix très fortes, sur lesquelles ils ne peuvent pas s'adapter, ils n'y arrivent pas. Et c'est vrai que tous les immeubles qu'on a vus, ou par exemple, juste sur les parties communes, quand vous commencez à fournir l'énergie de l'usage de l'ascenseur, de l'ensemble des parties communes, parking, hall d'immeubles, escaliers, on a très vite des baisses significatives, évidemment, de la facture pour le locataire, mais aussi on a un intérêt sur comment est produit l'énergie. Et ça pose d'autres questions, y compris sur les usages. En effet, je veux dire que derrière, ça permet aussi d'avoir des réflexions sur quand est-ce que je consomme, y compris par rapport à la transparence sur quand est-ce que l'énergie est produite. On commence à aborder le sujet de qui en bénéficie, mais je vais poursuivre évidemment avec Alice Timsit pour voir aussi ce qui se passe du côté de la mairie de Paris, avec des enjeux aussi en termes de décarbonation et pas seulement. Et qu'est-ce que vous pouvez donner aussi comme retour d'expérience sur l'autoconsommation collective ? Alors, quand on décide d'investir à l'échelle locale en faveur d'énergies renouvelables, que ce soit le solaire, que ce soit la géothermie, que ce soit la récupération de la chaleur fatale, c'est avant tout une question de décarbonation et de souveraineté énergétique. Aujourd'hui, les locataires parisiens, des bailleurs sociaux, du parc locatif, ils sont soumis à de fortes fluctuations des prix de l'énergie, à la volatilité des prix de l'énergie. Et quand on fait le choix en conscience d'investir en faveur des énergies renouvelables, c'est avant tout pour décarboner notre mix et pour protéger en tout cas les plus vulnérables d'entre nous. Et on s'est fixé
à Paris des objectifs assez forts, notamment l'objectif de 45% d'énergie renouvelable dès 2030 pour atteindre 100% en 2050 et l'objectif de 20% d'énergie produite localement en 2050. Aujourd'hui, on est à moins de 10%. Moins de 10% qu'on souhaite en tout cas atteindre en 2030. Et donc pour ce faire, eh bien, la ville de Paris va miser particulièrement notamment sur le solaire, la géothermie je l'ai dit, et contrairement aux idées reçues, ce que vous évoquiez en préambule, contrairement aux idées reçues, eh bien Paris a un réel potentiel, un très très fort potentiel. Paris, c'est 32 millions de mètres carrés de toiture identifiés, avec un gisement qui est estimé à 1500 gigawattheures par an. C'est assez conséquent. Alors bien sûr, on ne pourra pas équiper toutes ces toitures, évidemment, puisqu'il y aura d'autres conflits d'usage entre les toitures végétalisées, etc. Mais vous voyez, il y a un fort potentiel. Et aujourd'hui, on en est un petit peu, non pas aux prémices, mais au début. Nous avons à Paris 200 installations photovoltaïques pour une dizaine de projets d'autoconsommation collective. Et le premier levier à l'échelle parisienne et à l'échelle locale, c'est le patrimoine municipal. Parce qu'on dispose du foncier, tout simplement. Donc en fait, lorsqu'on dispose du foncier, c'est évidemment bien plus simple d'initier des projets photovoltaïques et des projets solaires sur les toitures des gymnases, sur les toitures des écoles, sur les toitures des réservoirs d'eau de Paris. Je vous donne un exemple. En juillet 2025, le réservoir d'eau de Paris, au Lilas, a accueilli 1100 mètres carrés de surface de panneaux photovoltaïques pour 656 panneaux, et ce qui a permis en réalité de tout simplement que le réservoir et les pompes du réservoir puissent bénéficier de l'énergie produite, et ensuite le reste a été réinjecté dans le réseau. Donc ça, c'est le premier levier que nous avons à disposition à la ville de Paris pour accélérer en tout cas la décarbonation de notre mix énergétique. Et on va poursuivre tout à l'heure avec qui peut en bénéficier aussi, hein, et on l'a dit, c'est évidemment les logements sociaux en ont besoin, mais tout le monde en a besoin. Vous avez quelques chiffres, hein, toujours du côté d'Enedis, parce que vous suivez aussi de près. En tout cas, l'autoconsommation collective progresse. Oui, alors l'autoconsommation collective, on voit qu'il y a une dynamique, on voit qu'on est en train de passer à l'échelle, hein. Au global, on a eu cette dynamique forte du photovoltaïque, très forte, ce qui nous permet encore une fois d'avoir ce parc de production d'électricité décarbonée qui est un atout quasiment unique au monde, hein, 95% décarboné. Ça va nous permettre justement d'être vraiment un levier puissant de décarbonation de tous nos usages, de toute notre économie. Et au sein de ce photovoltaïque, on a une belle dynamique sur l'autoconsommation individuelle. Bien sûr, déjà, entreprises, particuliers, on a 800 000 particuliers qui sont en autoconsommation individuelle, mais aussi collective. Alors, on est parti finalement de façon peut-être plus timide sur l'autoconsommation collective. Il a fallu que l'écosystème s'approprie ce système, ce sujet. Mais là, on est sur des taux de croissance, on a plus que doublé en un an. On a désormais 2000 opérations, on a désormais 320 mégawatts, ça commence à devenir assez significatif. Et ces opérations, elles sont portées par des collectivités locales, elles sont portées par les acteurs de l'habitat social, hein. C'est 4% des opérations, mais c'est 10% des participants, hein. En moyenne, les opérations sont plus grosses. Et puis, c'est porté maintenant par des acteurs du monde agricole, des entreprises, des particuliers, avec par exemple le modèle des centrales villageoises. Donc, on est sur ce passage à l'échelle, c'est clair. Alors Rémi Bastien, parce que je parlais aussi de communauté d'énergie, peut-être expliquer aussi ce que ça représente et vous, ce que vous avez comme retour, on va dire, d'expérience à donner sur cette autoconsommation collective, puisque vous pilotez aussi des projets. Je vais compléter un peu ce que dit Christophe. C'est vrai que nous, on vit ce passage à l'échelle. On essaie de l'accompagner à notre échelle, c'est-à-dire en offrant des solutions et des outils aux porteurs de projets. On voit une belle dynamique côté collectivité. Les deux pionniers de l'autoconsommation collective au début, c'était quand même les collectivités et les bailleurs sociaux. Alors les collectivités avancent un petit peu plus vite que les bailleurs sociaux, parce que les bailleurs sociaux, généralement, je parle sous contrôle, mais ça s'inscrit dans des projets soit de construction de bâtiments, soit de rénovation, plus globaux, alors que les collectivités, souvent, on est sur des grades de solarisation, ça peut aller un petit peu plus vite. Ensuite, le modèle des collectivités qui, naturellement, ont un foncier où l'école va être proche de la mairie, du gymnase, etc., naturellement, c'est un terrain propice à l'autoconsommation collective.
Ce qu'on voit aussi évoluer dans le sens communauté d'énergie, c'est qu'une fois que la collectivité a couvert ses propres besoins avec de l'autoconsommation collective qu'on appelle patrimoniale, elle va ouvrir son opération et commencer à faire rentrer les acteurs de son territoire, alors des particuliers, des professionnels, des fois des bailleurs sociaux également. Et donc ça, on a de plus en plus d'exemples comme ça, de collectivités qui ont commencé à leur échelle et ensuite, au fur et à mesure de leur programme de solarisation, ouvrent leur opération. Et après, il y a maintenant de plus en plus de privés qui vont directement. Je pense à des entreprises qui s'associent entre elles sur des zones d'activité. Je pense aussi au réseau des AMEP, par exemple, où il y a la solidarité entre voisins qui se développe grâce au modèle d'autoconsommation collective. En fait, c'est un cadre assez généraliste, assez technique, mais qui offre une diversité de modèles derrière qui est possible et qui est extrêmement intéressant. Et c'est ça qu'il y a derrière les communautés d'énergie, peut-être préciser exactement ce que c'est. Parce que parfois, c'est peut-être plus développé dans d'autres pays encore qu'en Europe, dans d'autres pays qu'en France, j'allais dire. Alors, je vais essayer de pas trop rentrer dans dans de la technique et de la législation. On va dire que aujourd'hui, il y a deux types de communautés d'énergie en France. Il y a les communautés d'énergie qui investissent collectivement dans des moyens de production, donc c'est le modèle énergie partagée, centrale villageoise. Et ensuite, il y a le modèle de partage via l'autoconsommation collective. Et alors, des fois, les deux peuvent se cumuler, mais des fois, ça peut être totalement séparé. Donc on voit que techniquement, on a les solutions, que des projets aussi se mettent en place avec une accélération, même si on a compris qu'il y avait peut-être besoin encore de lever, on va dire, certains freins et d'accélérer notamment le cadre réglementaire. Mais on est là aussi pour parler de justice énergétique, de territoire. Le solaire est-il accessible à tous? Vous avez commencé à en parler, Emmanuel Cos, parce qu'évidemment, vous avez notamment des locataires qui sont à 10 € près. Est-ce qu'on peut voir un vrai impact, on va dire, sur la facture? Je parlais aussi du projet Un Sol Solidaire et de cette association, parce que vous l'avez cofondé, qui permet de faire bénéficier des ménages en situation précaire. Est-ce que vous avez des leçons aussi à en tirer, si je puis dire? Alors, tout d'abord, sur Sol Solidaire, je l'ai cofondé, mais l'initiative vient à André Joffre, donc on va quand même dire les choses. C'est très important, c'est lui qui avait fait le choix de dire qu'il fallait soutenir. Alors, il avait en tête des bailleurs sociaux, et notamment des bailleurs sociaux de la maîtrise d'ouvrage d'insertion, donc des bailleurs sociaux qui portent des logements pour des publics extrêmement précarisés. Et son idée, c'était qu'il y ait... c'est un mécénat, en fait, qui permet de financer des opérations d'autoconsommation collective avec des appels à projets. J'ai un peu oublié, mais je crois qu'on l'a lancé à Bordeaux, Congrès HLM de 2021, dans mon souvenir. Je m'excuse, j'ai pas pris mes notes là-dessus. Et en fait, chaque année, il y a un appel à projet et on a pu financer pas mal d'opérations, et ça allie des acteurs du mouvement HLM et beaucoup d'entreprises du solaire. Et c'est intéressant parce que ça permet aussi de lever beaucoup de freins sur la manière de faire, et c'était, semble-t-il, très utile. Sur l'impact, alors c'est pas si simple que ça sur l'impact sur les factures. Il y en a un. On a plusieurs projets. Là, j'ai quelques données sur un projet qui a été fait par Gironde Habitat, où en fait les locataires ont des gains de 50 à 60 €. D'autres, ça va être un peu plus. C'est pas non plus des sommes folles, mais en fait, elles sont très importantes, ces économies, par rapport au prix qu'auraient payé ces ménages s'ils étaient restés dans un schéma d'énergie carbonée classique. Parce qu'en fait, avec cette volatilité des prix sur lesquels, objectivement, nous, on est acheteurs d'énergie en marché de gros. Et donc, en fait, on achète au prix du marché et on essaie parfois de bien acheter, mais parfois aussi on achète à des moments où c'est très cher. Donc il y a, pour le locataire, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une réduction de sa facture énergétique. On manque un peu encore d'expertise, mais je pense que pour nous, et c'est ça qui est intéressant à voir, c'est le coût de la maintenance de ces installations sur 10 ou 15 ans, le coût des remplacements des différents équipements et de comment ça va vivre. Parce que ça me semble vraiment, mais surtout, c'est de l'énergie décarbonée. Et même si ce n'est pas directement, d'un point de vue économique, un impact sur notre locataire, ça en a, nous, en tant qu'entreprise de logement social. Parce que, par ailleurs, on est regardé sur notre consommation d'énergie carbonée, y compris dans nos financements futurs, on le sera. Et c'est vrai que nous, il nous semble qu'on joue un acteur dans les territoires et que c'est pour ça, en fait, qu'on doit jouer un rôle majeur. C'est qu'on peut travailler à la maille, quand on a des résidences importantes, on peut être...
un des points de pivot d'une initiative locale où en effet se raccorder à une ville qui veut faire 2 équipements publics mais qui a besoin d'un truc un peu plus important. Et ça nous permet aussi de nous investir dans des initiatives territoriales. Enfin, c'est très en lien avec notre rôle de bailleur social qui est quand même engagé dans le territoire. Et après, ce qui est certain, c'est que pour des territoires où on avait typiquement, je pense à des résidences chauffées au gaz fossile avec des prix très élevés, le fait de réduire déjà de moitié la facture parce que vous portez une grosse partie de la consommation des parties communes pour commencer, c'est énorme. Néanmoins, je pense qu'on n'est pas au bout. Et notamment parce que je parlais d'obstacles, mais c'est pas si simple que ça d'expliquer à nos locataires que nous allons changer de système de fourniture d'énergie. Et qu'on va leur imposer, et c'est des choses très compliquées, qu'on va leur imposer d'utiliser notre système. Donc on a mis beaucoup de temps à lever ces obstacles-là, de même qu'en maison individuelle, nous avons 12% de maisons individuelles dans le parc social. Typiquement, on peut avoir des projets super intéressants dans ce cadre-là, sauf qu'on a des locataires qui ont refusé. Donc on a quand même un travail de médiation, et c'est aussi ça qui explique qu'en volume, on a une capacité à faire énorme, mais en réalité, nos projets mettent beaucoup de temps à s'implanter. Oui, ça c'est ce sujet aussi de pédagogie, c'est pour ça aussi qu'on fait aussi des tables rondes et qu'on essaye autant que possible de faire comprendre. Alors Alice Timsit aussi à Paris, est-ce qu'il y a des quartiers ou on va dire des publics que vous ciblez plus précisément, ou alors finalement de toute façon il faut y aller, j'allais dire. Il faut y aller, et on a un véritable enjeu de passage à l'échelle et de massifier en réalité l'autoconsommation collective. Aujourd'hui, je vous le disais, on était un petit peu en phase expérimentale. On a un projet qui s'appelle les énergiculteurs, qui nous permettait en tout cas d'expérimenter différents modèles techniques, économiques sur différents types de bâtis. Et là, l'enjeu actuel, c'est le passage à l'échelle. On a la chance, encore une fois, de disposer d'un formidable patrimoine bâti municipal qui nous permet en tout cas de tester une variété de solutions. Mais on a aussi un levier et plutôt un obstacle à lever que nous sommes en train de lever. C'est celui de dépasser le périmètre d'autoconsommation collective patrimoniale qui est de 2 km. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin à Paris d'avoir des installations solaires qui soient de plus grande taille. Et pour ce faire, on a demandé une dérogation auprès de la DGEC pour étendre ce périmètre géographique et qu'on puisse aussi bénéficier de patrimoine qui se trouve en dehors de Paris, qui sont la propriété de la ville de Paris, mais qui se trouvent en dehors de Paris, et pour mutualiser finalement la production de solaire à l'échelle de Paris, et ce dans une logique de grand réseau métropolitain. Par exemple, à terme, on pourra aussi installer, je l'espère, des panneaux à Rungis, ou alors dans toutes nos fourrières qui, pour beaucoup, se trouvent en dehors de Paris. Mais on a cet obstacle à lever. Donc à vous écouter, c'est pas pour vous interrompre, vous allez pouvoir poursuivre. Il va falloir encore faire bouger le cadre réglementaire, parce que finalement, c'est neuf. On parlait de ce modèle. On vient d'un modèle centralisé et on va vers un modèle décentralisé. Et j'allais dire, il faut pousser un peu pour que les choses bougent. Exactement, et c'était tout le sens en tout cas de la dérogation que nous avons demandé auprès de la DGEC pour pouvoir étendre le périmètre géographique et que nous puissions nous inscrire dans une logique d'autoconsommation collective à plus grande échelle en réalité. Donc il y a cet enjeu de massifier qui est extrêmement important, et vous parliez de publics prioritaires ou de quartiers prioritaires. On n'a pas tellement de quartiers prioritaires, mais effectivement des publics prioritaires que sont les bailleurs sociaux. Donc on essaye de travailler en étroite collaboration avec les bailleurs sociaux, parce qu'ils représentent 25% du parc locatif à Paris, donc c'est assez substantiel. Et on est en train de nouer des partenariats. Nous nouons des partenariats avec notamment, pour donner un exemple, la RIVP, un bailleur social, et la société d'économie mixte AZER, donc c'est l'axe Seine énergie renouvelable, pour identifier du bâti. Là récemment, c'était 8 immeubles qui représentaient 820 habitants, avec des projets d'autoconsommation collective qui permettent aussi de s'inscrire dans une volonté de réduire les factures des locataires et qu'ils soient moins exposés à la volatilité des prix de l'énergie. C'est donc, je dirais, le second principal axe de développement en ce qui concerne la ville de Paris, c'est de s'adresser aux bailleurs sociaux pour protéger encore une fois les plus vulnérables d'entre nous. Et puis peut-être un dernier point, on est aussi très en appui des initiatives citoyennes, des coopératives citoyennes. Je pense à Enercitif par exemple, qui est une coopérative
qui déploient des panneaux photovoltaïques. Donc on noue des partenariats de manière à ce qu'ils puissent installer sur le bâti parisien des panneaux pour une autoconsommation collective, parce que ça s'inscrit véritablement dans cette idée de circuit court, une coopérative, gouvernance démocratique, partagée, et c'est tout ce que l'on souhaite soutenir à la ville de Paris. Alors Rémi Bastien, qu'est-ce que vous voyez, vous, on va dire, se mettre en place en termes de justice énergétique, même si là, évidemment, on a parlé beaucoup des bailleurs sociaux. Je pense que, évidemment, tout le monde va pouvoir avoir accès aussi à une énergie décarbonée, proche, moins chère. Évidemment, c'est l'un des grands enjeux. Chez Enogrid, pourquoi on l'a créé? C'était vraiment pour ce côté inclusif de l'autoconsommation collective qui nous intéressait. On avait vu l'autoconsommation individuelle qui se développait. Après, on s'est dit quand même, c'est limité à un certain public. Il faut être propriétaire, avoir accès au foncier, il faut avoir des capacités financières, il faut que le bâtiment soit propice à l'installation de panneaux solaires, etc. Et donc, toute une partie de la population en était exclue. Donc quand le cadre de l'autoconsommation collective est arrivé, on a vu que, en fait, tout le monde peut participer à minima en tant que consommateur. Parce que la seule chose qu'on a besoin pour participer dans une autoconsommation collective, c'est d'avoir un compteur d'électricité raccordé au réseau, et ça, tout le monde l'a. Donc, c'est vraiment le cœur du sujet pour nous, c'est de dire, grâce à ce modèle, tout le monde peut participer à son échelle à la transition énergétique, avec des implications diverses. Donc, certains vont se rassembler pour produire ensemble, certains vont dire, bah non, moi, j'ai pas forcément les moyens, mais autoconsommer, ça me va bien. Sur les intérêts, ce qu'il faut bien comprendre, et Emmanuel Cos en a un peu parlé, sur qui bénéficie de ça. En fait, tout le monde, parce que personne n'oblige les consommateurs à rentrer dans une opération d'autoconsommation collective. Ils ont leur fournisseur d'électricité classique qui couvre l'ensemble de leurs besoins s'ils ne veulent pas rentrer dans des opérations. Donc, il n'y a pas de sujet à ce niveau-là. Le sujet, c'est vraiment... Qu'est-ce qui fait que ça les intéresse de faire de l'autoconsommation collective? Certains, ils vont y aller pour différentes motivations. Le côté électricité verte, décarbonée, en plus que je vois exactement d'où elle vient, produite à côté de chez moi. D'autres, le côté souveraineté, c'est produit sur mon territoire, ça m'intéresse de participer à ce développement. On va pas se le mentir, pour beaucoup, même si les bonnes intentions sont là au départ, il faut qu'il y ait un impact sur la facture énergétique. Impact qui peut se mesurer de deux manières. Soit j'ai des économies directes, soit j'ai une visibilité sur le long terme. Et selon les acteurs, les deux peuvent avoir de la valeur. Côté logement social, il faut qu'il y ait, pour les locataires, il faut qu'il y ait une économie directe, sinon ça ne les intéresse pas. Côté collectivité ou chez certains professionnels, avoir cette visibilité parce que j'autoconsomme d'une production locale qui est un coût maîtrisé et qui est non soumis aux fluctuations du marché, ça a une certaine valeur. Alors Christophe Gros, vous voulez réagir justement sur ce point-là, puis après on va ouvrir aussi, puisqu'on a commencé à parler beaucoup de décentralisation, sur le rôle aussi que peuvent jouer les collectivités dans ces enjeux-là. Oui, une réaction d'abord pour dire que oui, on a un cadre réglementaire qui a ses complexités, qui doit peut-être évoluer, mais je voulais réagir par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, qui est à mettre dans d'autres pays, peut-être c'est mieux. Pas forcément. Je pense qu'on peut être fier aussi du fait qu'en France... Je parlais peut-être du sujet des communautés d'énergie qui avaient peut-être abordé avant nous. Oui, mais en tout cas, on prend en main. Quand on regarde un peu en Europe, je pense qu'on n'a pas du tout à rougir. On a un cadre qui est en place. On a un réseau public, on a des compteurs, on a tout ça qui sont finalement des atouts pour permettre tous ces modèles, et c'est pas du tout le cas dans tous les pays d'Europe. Donc je pense qu'aussi on peut se dire que, évidemment, parfois on tâtonne, parfois il faut faire évoluer le cadre, parfois c'est complexe, et il y a beaucoup de pédagogie à avoir. Mais disons, sur ces sujets, on est plutôt dans le bon rythme au niveau européen, voire même en avance. Mais alors comment on peut faire quand même pour aller, on va dire, dans une forme de décentralisation, parce qu'on en a parlé, sans déstabiliser totalement un système tel qu'on a et qui est bien, puisque vous venez de le dire. Oui, alors, décentralisation, quand on dit ça, on a l'impression qu'on avait un système électrique qui était très centralisé, c'est vrai. Et qu'on n'a pas encore allé suffisamment loin dans la décentralisation, et il faut décentraliser au maximum. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas opposer deux dimensions pour l'électricité. Il y a une dimension éminemment locale, ça c'est sûr. La transition énergétique, elle se fait dans les territoires, elle se fait au contact des citoyens, il faut qu'ils acceptent, il faut qu'ils adhèrent, il faut qu'ils y trouvent un intérêt. Elle se fait en lien avec les collectivités locales. Pourquoi ? Parce que
eh bien, on parle d'électricité, on parle de production d'électricité, mais évidemment, quand on va regarder d'une façon un peu globale le domaine de l'énergie, il y a d'autres réseaux qui sont concernés. Même dans l'électricité, il y a plein d'usages sur lesquels il va falloir avoir une planification. Est-ce qu'à un endroit donné, il va y avoir un data center qui va s'installer? Est-ce qu'il y a de la recharge de véhicules électriques légers, de poids lourds? Est-ce qu'il y a de l'industrie qui se verdit? Donc il y a une planification qu'il faut avoir, donc un aménagement électrique des territoires finalement, qu'il va falloir concevoir aux côtés des collectivités locales. Et puis globalement, le système électrique, il va rester un système, hein. C'est pas des tâches finalement ou des petites zones électriques qui sont indépendantes les unes des autres. Il y a un côté systémique. C'est tout à fait magique parce que ça permet une solidarité entre les territoires. Il y a un moment, il y a peut-être moins de vent à un endroit, plus de vent, plus de soleil, moins de soleil, plus de consommation, etc. Et le réseau permet cette répartition de l'électricité, de ces flux entre les différentes zones. Mais eh bien, il fait système. Et donc, il faut bien qu'on ait ces deux dimensions, locales et puis nationales, voire européennes. Et là, petite page de pub pour Enedis. Bien, nous, évidemment, à Enedis, on a ces deux dimensions-là. Pourquoi on a ces deux dimensions-là? Parce que, eh bien évidemment qu'on a un côté local, parce que nous exploitons des réseaux qui sont propriété des communes. Hein, donc on est évidemment en lien avec les communes dans le cadre d'un contrat de concession. Et puis on a cette vision aussi nationale d'industriel, régulé aussi par la commission de régulation. Donc on a ces deux visions-là et que vraiment on ne doit pas opposer, on ne doit pas penser l'électricité comme eh bien à terme ce sera uniquement local. Avant c'était uniquement national et maintenant ce sera uniquement local. On va durablement avoir les deux dimensions. Il faut trouver un équilibre. Alors justement, comme on parle de décentralisation, on se pose quand même la question, vous avez commencé à l'évoquer, des outils, des compétences, des financements. Emmanuel Cos, vous parliez tout à l'heure de l'Alliance HLM pour les énergies renouvelables, avec l'idée notamment d'accélérer dans les territoires. Comment vous voyez, on va dire, ces enjeux de décentralisation qui ne seront, j'ai bien compris, on va maintenir un équilibre un peu entre les deux, d'après ce que dit Christophe Grand. Tout d'abord, je pense qu'il faut qu'on soit conscient que quand même, partout où aujourd'hui on décarbone l'énergie dans nos projets, c'est parce que quand même il y a une dynamique territoriale qui est là. Soit parce qu'une collectivité dans ces zones d'aménagement a mis en fait des exigences sur le sujet, soit parce qu'il y a aussi un terrain propice, parce que des expériences ont déjà été faites. Je pense qu'il faut bien penser aussi à l'effet d'entraînement. Une fois qu'une commune a commencé à installer, à mettre en place de la décarbonation, parce que là on parle du solaire, on pourrait parler plein d'autres choses, sur ces bâtiments publics, quand vous allez la voir pour un programme de logement social, elle vous demande... vous n'allez pas rester au gaz. Enfin, je pense qu'il faut qu'on soit très conscient de ce mouvement. Et par ailleurs, les collectivités financent beaucoup de nos installations. Je pense quand même qu'il faut le dire, hein, notamment sur des gros programmes. Je pense à Dijon, où il y a tout un écoquartier qui a eu une offre très importante pour être une sorte de quartier, je pense, à énergie positive. Sans la collectivité, le projet, il n'existe pas. Je parle là financièrement. Après, il y a aussi des aides européennes. Il y avait certainement des aides de l'ADEME dans ce projet et des investissements du bailleur. Mais il me semble important quand même de l'avoir en tête. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a quand même une nécessité d'avoir une concertation avec eux. C'est pas le cas partout non plus, hein. Il y a aussi des endroits où on fait les choses parce qu'on a envie de les faire. Dans la réglementation du PLU, parce que malgré tout... et à Paris, c'est plus facile aujourd'hui, mais on parle de toiture, on parle de choses qui se voient, et c'est pas que sur les histoires du solaire. On a le même problème sur les pompes à chaleur. On a des enjeux réglementaires énormes. Donc ça amène aussi ça, d'avoir des discussions en fait sur les types de fournitures d'énergie qu'on va avoir. Mais je le dis aussi, quand on fait de la biomasse, on peut aussi avoir ces discussions-là avec les collectivités. Donc c'est un sujet globalement des règles d'urbanisme pour accepter ces nouvelles installations. Et puis il y a un autre enjeu pour les bailleurs, et on en a déjà parlé ensemble dans d'autres débats, et là qui est plutôt en lien avec les professionnels en fait des énergies renouvelables. C'est que nous, on est bailleurs sur du très long terme. Hein. Les immeubles que l'on construit, on les loue sur un siècle. Nos installations, et c'est une des grandes difficultés du passage à l'acte pour beaucoup, c'est que nous, aujourd'hui, on gère des chaudières gaz sur lesquelles nous n'avons aucun problème. Nous savons, on n'a pas de problème, la maintenance est connue, les coûts sont maîtrisés, on sait faire.
Et c'est un grand défi, mais pas que sur les histoires d'autoconsommation, mais en général, de tout ce qui va amener les nouveaux modes de fourniture d'énergie, notamment décarbonés, c'est d'avoir la même assurance et la même sûreté dans la maîtrise professionnelle de l'installation, de la maintenance, et donc des coûts, là pour le bailleur social, mais en fait qui se répercutent sur le locataire. Si j'en parle, c'est parce que c'est ça qui fait que parfois on a du mal de sortir de notre routine. Le particulier va peut-être le faire à son échelle, mais parce que demain, les grandes foncières privées, y compris qui ont des immeubles pour des gens qui n'ont aucun problème d'argent, pourraient aussi se dire que ça vaudrait le coup de décarboner leur parc. Oui. Mais elles ne le font pas souvent parce qu'elles maîtrisent encore mal l'environnement professionnel de la fourniture et de l'entretien des installations d'énergie. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a besoin de massifier pour pouvoir avoir, je dirais, un marché technique beaucoup plus solide. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand il y a des territoires, échelle communale, intercommunale, très dynamiques, on fait des choses vraiment formidables et surtout qui marchent. Les gens, j'ai encore vu ce matin là, un reportage sur une petite commune qui a transformé tous ses bâtiments publics et maintenant les particuliers peuvent se raccrocher à leur offre. La réalité, c'est que vous demandez pourquoi les autres ne le font pas. En réalité, voilà. Voilà, en tout cas, on est là pour aussi donner des exemples concrets. Alice Timsit, est-ce que vous voyez des freins peut-être pour une mairie qui voudrait aller plus vite, le foncier, le cadre réglementaire ? Paradoxalement, le foncier est à la fois une opportunité à Paris et également un frein parce que il ne vous aura pas échappé qu'on a des sites patrimoniaux exceptionnels, un tissu haussmannien extrêmement dense, moins de 5% de maisons individuelles, donc beaucoup de copropriétés. Et c'est ça le principal frein à Paris, c'est le foncier. C'est ce tissu haussmannien, ces copropriétés pour lesquelles parfois il est difficile d'obtenir l'accord de la copropriété en AG, même si la loi récemment a simplifié en tout cas les niveaux de quorum pour faciliter justement l'installation de panneaux pour de l'autoconsommation collective. Mais le principal frein demeure et reste le foncier et une opportunité également pour nous puisque nous pouvons, en tout cas nous avons la main sur tout ce qui est bâti public, gymnase, école, gare, etc. Tu parlais, Emmanuel Cos, d'effet d'entraînement. On a aussi, nous, cette volonté en tout cas d'installer des opérations, des centrales à dimension aussi symbolique. Et je pense à la canopée des Halles. On aura la chance très prochainement de voir à peu près un tiers de la toiture équipée de panneaux solaires qui permettra de satisfaire 20% des besoins énergétiques de l'ensemble du complexe. Et ça aussi, ça a une dimension symbolique un peu performative qui permet de dire, voilà, on y arrive, y compris quand c'est du bâti patrimonial, y compris dans une ville comme Paris. Et ça se voit. Et ça se voit. Donc, il ne s'agit pas de ne faire que des projets à dimension symbolique, mais c'est aussi important de s'inscrire dans cette dynamique-là. Alors, au-delà du foncier, il y a évidemment d'autres freins, ou plutôt les freins liés au modèle qui est quand même assez complexe d'un point de vue technique, d'un point de vue juridique, d'un point de vue économique, et surtout des freins au niveau de la ville de Paris qui ont trait en fait à la commande publique, qui peut en réalité freiner certains projets en rendant en fait difficile la sécurisation d'un débouché pour l'électricité produite. Donc à ce niveau-là, il y a encore quelques petits ajustements à faire. Et pour identifier un dernier frein, un dernier obstacle, c'est peut-être la donnée temporelle. Parce qu'on est dans des logiques en fait assez différentes. On a un enjeu d'articulation entre l'énergie qui est produite localement, voilà, et qui peut être consommée instantanément, et puis celle qui est achetée sur le marché avec des logiques de temps bien différentes, donc une logique de court terme et puis une logique d'investissement sur 20 à 30 ans de l'autre. Donc tous ces obstacles-là doivent être levés pour nous permettre de massifier encore l'autoconsommation collective. L'enjeu du temps est assez important parce que c'est aussi des projets qui s'inscrivent dans le temps long. Si on veut déployer des panneaux sur les toitures parisiennes, ça suppose avant toute chose aussi de rénover, d'investir pour rénover la toiture parisienne. Et c'est pour ça que c'est aussi une solution qui est éminemment complémentaire pour décarboner notre mix énergétique, qui est pertinente mais complémentaire pour sécuriser l'approvisionnement et stabiliser les coûts à l'échelle de la ville de Paris. Alors Rémi Bastien, peut-être vous voulez aussi commenter cet enjeu et ce rôle des collectivités. Ce que je vais proposer, parce que je vois qu'on a un tout petit peu de temps et c'est toujours bien, si jamais il y a une ou deux questions, peut-être préparer un micro, parce que c'est toujours bien aussi d'avoir des échanges aussi venant de la salle. Mais je vous en prie, sur ce sujet qu'on a ouvert finalement,
aussi d'embarquer les citoyens, le rôle des collectivités. Est-ce que vous pouvez commenter de ce qui vient d'être dit? Nous, ce qu'on constate, c'est que dans tous les projets d'autoconsommation collective où il y a eu beaucoup de citoyens, on va dire, qui ont été impliqués dedans, il y a un acteur public qui était à la manœuvre derrière, directement ou indirectement. Alors, soit l'acteur public était le producteur, et donc il cherchait à animer le territoire par rapport à ça. Et même, on voit aussi des acteurs publics qui acceptent de soutenir cette démarche, même si la production vient de privé, en se disant, voilà, moi ça m'intéresse que les acteurs de mon territoire, mes concitoyens, mes entreprises aient accès à l'électricité locale et moins chère, et donc j'accompagne cette démarche. Je crois, Christophe pourra me confirmer, mais aujourd'hui, les collectivités sont impliquées dans plus de 50% des projets d'autoconsommation collective, et même au niveau des entités qui achètent de l'électricité en autoconsommation collective, nous, les chiffres qui ressortent côté Enogrid, c'est que les collectivités sont les premiers acheteurs d'électricité en autoconsommation collective. Donc, ils ont vraiment un rôle central. C'est des projets de territoire, et donc ils doivent être travaillés avec les représentants du territoire. Et vous voyez, vous aussi, encore des freins à lever? Beaucoup. Pour nous, un des plus gros freins, c'est sur on peut dire la stabilité réglementaire, ce qui permet d'avoir une certaine visibilité. Pour nous, le frein qu'on commence à voir arriver, c'est sur le financement des projets. Aujourd'hui, la plupart quand même des projets d'autoconsommation collective étaient basés sur un peu un mécanisme de soutien qui faisait qui donnait une rémunération plancher aux producteurs. Aujourd'hui, cette rémunération, le soutien étatique est en train de disparaître au fur et à mesure sur une filière qui devient aussi de plus en plus mature, ce qui pose quand même des questions sur le financement du projet et une mise à jour, on va dire, du logiciel des acteurs bancaires qui, pendant des années, ont été habitués à avoir l'État qui avait une garantie sur 20 ans, qui donnait sa garantie sur 20 ans, alors qu'aujourd'hui, on est en train d'expliquer que ça va bien se passer parce qu'il y a une multiplicité de consommateurs avec un foisonnement qui va permettre d'écouler la production sur le territoire. Mais c'est un gros changement de logique à faire, et on discute pas mal avec les acteurs bancaires pour savoir comment concrètement on étudie ces projets-là. Et c'est sûr que la massification peut aussi changer la donne face à, évidemment, ces enjeux de financement. Est-ce qu'il y a il y a une main qui est levée ici? Il y a une autre main? Il y a des ça suscite des réactions, en tout cas. Je vous en prie, on va vous passer un micro. Merci, bonjour. Marie Bayard de PV Magazine. Justement, Monsieur Bastien, vous avez évoqué le sujet de la fin du plancher par rapport à la baisse des tarifs d'achat. Il y a aussi une autre réforme qui n'est pas encore, je crois, publiée, mais c'est la réforme sur les clés de répartition. Donc comment on alloue l'énergie au sein même des opérations d'autoconsommation, qui du coup ne permettrait plus de faire des ajustements et a posteriori, donc par rapport à la consommation effective des participants. Donc c'est deux changements qui montrent un peu aussi la logique du gouvernement qui ne soutient pas donc la logique en circuit court, en tout cas décentralisée. Donc je voulais savoir quelle était un peu votre vision développée là-dessus, en tout cas. Merci. Merci. Oui, effectivement. Alors, on voit que là, pour le coup, on en discutait avec Christophe avant, l'autoconsommation collective devient un peu victime de son succès, dans le sens où il y avait dans le modèle actuel, poser quelques questions, parce qu'on pouvait faire certaines choses dans la répartition, et tant que le modèle était confidentiel, personne n'y faisait attention, et maintenant que ça se développe, on y fait un petit peu plus attention. Du coup, pour une meilleure, on va dire, intégration dans le système énergétique global, il y a cette réforme qui est en cours. On aurait pu la faire autrement. Là, je pense que ce n'est pas le but d'avoir un débat complet là-dessus. Ce que je peux dire, c'est que je ne pense pas que ça va changer la dynamique, dans le sens où ça contraint un petit peu les possibilités de gouvernance qu'il peut avoir. Encore que, on est en train de regarder vraiment ce qui peut se faire. Ça va être un problème, on va dire, technique. Moi, j'appréhende plus, comme je disais, le problème du financement et le temps de mise à jour des acteurs bancaires sur le financement des projets, alors que ça, le sujet des clés de répartition,
d'un point de vue purement personnel, c'est un sujet d'ingénieur. On est des ingénieurs, on va résoudre le problème. Je crois que vous vouliez réagir aussi, Non, mais Christophe Gros. c'est vraiment ça. On est dans une phase où on est en train de passer à l'échelle, une phase de maturité, on passe à l'âge adulte. Donc il y a un certain nombre de paramètres qui doivent être ajustés. Il y a eu des comportements d'arbitrage qui n'étaient peut-être pas complètement vertueux. Il faut les gommer. Alors après, il y a des solutions qui seront trouvées. Voilà. Merci. Allez-y pour votre question. Oui, bonjour. Donc moi, je représente plutôt des particuliers qui veulent installer des petits systèmes chez eux. Il y en a des milliers partout. Une partie de ces gens veulent passer par des entreprises, une partie veulent le faire eux-mêmes. En fait, il y a beaucoup de gens qui font de l'autoconstruction en photovoltaïque. On a 2 freins. Le premier frein, c'est les ABF. Là, je suis assez étonné. À Paris, en fait, vous avez des bâtiments protégés par les architectes des bâtiments de France partout. Même en banlieue parisienne, vous avez un pavillon avec une toiture qui est super bien exposée. Vous pouvez être sûr que dans les 500 mètres, vous avez une église ou quelque chose qui fait que vous ne pourrez pas installer. Et c'est vraiment compliqué. Moi, j'ai des cas où vous êtes à 490 mètres d'une église et les ABF ne veulent pas et les mairies se conforment. Donc, c'est vraiment un problème. Voilà, c'est un problème. Le deuxième problème, c'est plutôt une question pour apparemment Christophe Gros d'Enedis. Jusqu'à 3 kW crête, si je ne me trompe pas, donc des petites installations qui font 3 mètres par 4. Donc c'est un petit bout de toiture, on peut installer tout seul. Et je crois qu'au-delà, on est obligé de passer par une entreprise. C'est un peu dommage, parce que maintenant les besoins entre les voitures, les ballons d'eau chaude, on a beaucoup de besoins électriques. 3 par 4, c'est trop petit. À partir du moment où on a un consuel qui va venir donc sécuriser et contrôler l'installation, pourquoi pas étendre jusqu'à 6 ou 9 kW crête les installations qu'on peut faire nous-mêmes. Merci. Merci pour ces précisions. C'est vrai que moi-même, je suis en propriétaire mais privé. J'ai essayé et les ABF ont bloqué pour mettre plus de 5 cm d'épaisseur et on n'a jamais fait les travaux de rénovation. Voilà, c'est un titre personnel. J'ai failli le citer, les ABF, mais ça vient assez régulièrement, même si paraît-il, il y a des évolutions. Mais allez-y pour cette réponse et puis Bastien. Là encore, il y a un changement de doctrine un petit peu qu'on est en train d'observer depuis quelques années. Oui, parce que c'était en 2017, vous voyez. Il y a un changement de doctrine côté architecte bâtiment de France, puisque aujourd'hui, on a 15% de refus, ce qui n'est pas tant que ça en réalité. Alors peut-être que sur les demandes qui nous sont formulées, ces demandes ne portent pas sur des toits en zinc ou alors sur du bâti patrimonial, mais en réalité, on a moins de refus que ce qu'on pourrait imaginer. Donc il y a une évolution de doctrine. Souvent, il y a un premier refus, puis on nous demande en fait d'adapter le projet et on parvient à trouver le chemin. Mais je vous rejoins, c'est ce que je disais tout à l'heure, le principal frein pour nous à Paris demeure le foncier, la topologie de la ville de Paris, ces sites patrimoniaux, ces sites emblématiques, donc ça demeure le principal frein, mais néanmoins il y a un gisement potentiel énorme en réalité parce qu'on a aussi beaucoup de toitures planes, beaucoup de bâtis publics avec des toitures qui s'y prêtent bien, donc c'est l'ambivalence, je dirais, en tout cas de la ville de Paris sur ce point. Très bien. Vous voulez réagir, Emmanuel Cos? Oui, sur les ABF, c'est pas qu'un problème lié au solaire. On a des problèmes d'ABF pour mettre des volets. Donc, et c'est pas les ABF, c'est l'ABF du territoire. Ici à Paris, il y en a 3 doctrines différentes. Donc, je pense, et en plus, ils changent. Heureusement d'ailleurs parfois. Donc, je pense qu'il faut qu'on fasse très attention à ça parce que par ailleurs, dans beaucoup de territoires, on discute très bien avec les ABF et notamment, nous les HLM, on a décidé de conventionner avec l'Association nationale des architectes ABF pour discuter avec eux d'une évolution de leur regard et de la doctrine sur l'ensemble des travaux qui sont liés à l'adaptation au changement climatique, parce qu'il y a évidemment la question des panneaux solaires, il y a la question des épaisseurs et des matériaux choisis pour la réhabilitation, il y a les questions de co-visibilité. Et donc, ça a été compliqué, mais je pense que tout le monde est en train de se rendre compte que même au nom du patrimoine, on doit s'adapter au changement climatique. De toute façon, sinon le patrimoine existant, il n'y aura personne pour pouvoir en bénéficier. Donc il faut qu'on y aille. Et il y a d'autres endroits où il est très intéressant de discuter avec eux, par ailleurs, pour trouver des solutions qui peuvent être utiles à l'ensemble d'un écosystème, notamment dans des villes. Il n'y a pas que Paris, vous allez à Nancy, tout le centre-ville est classé, vous allez dans un certain nombre de territoires, ou alors sur du bâtiment habitat social classé, car patrimoine du 20e et 21e siècle. Donc je pense qu'il faut l'avoir en tête. Mais ce qui veut dire quand même que derrière ça, un particulier tout seul, il aura beaucoup de mal à y aller. Il y a les enjeux en effet de la médiation et de trouver un réseau d'acteurs professionnels et de collectivités pour y aller ensemble. Rémi Bastien, vous vouliez peut-être répondre à un complément de
de questions. Non, pardon, c'était Christophe Gros, excusez-moi. Et après, Alors, on arrivera à la fin de la table ronde. Je vais répondre, mais disons, je ne connais pas ce seuil de 3 kW crête. J'imagine que c'est peut-être pour bénéficier de certaines aides, mais sinon, vis-à-vis du réseau, dès lors que vous avez le consuel, il n'y a rien qui s'oppose à ce que vous construisiez votre installation. En dessous de 3 kW crête, on n'a pas besoin d'avoir d'acheteurs de surplus, je crois, c'est ça. Alors si c'est ça, c'est un autre sujet, mais vous pouvez très bien construire et avoir un acheteur, hein, donc... Eh bien, écoutez, on a essayé en 1 heure autant que possible de balayer ce sujet, en tout cas de montrer les atouts, qu'il y avait des exemples concrets. Et puis, puisque le titre c'était court-circuit ou circuit court, on voit en tout cas que le circuit court énergétique, ça peut être un modèle d'avenir, même s'il y a des choses à faire encore évoluer, notamment en matière réglementaire. Et puis surtout, évidemment, en faire profiter le maximum. On parle ici de vivre ensemble, donc c'est important. Merci à tous les 4. On peut vous applaudir pour cette intervention à cette table ronde.